mes amis, on finit par prendre nos habitudes au salon de l'agriculture. Je vois une table bien fournie, de la bière, du chou, des pommes, des navets. Enfin, il y a même un pain de campagne. Il y a tout pour ce soir. Alors, si vous voulez, présente mes invités autour de cette table. Alors, on commence par Éric Delachesnais. Alors, vous êtes journaliste au Figaro et vous êtes agriculteur, hein? Oui, bonjour. Ouais. Bonjour, ami. Alors, qu'est-ce que vous cultivez? Je cultive du foin maintenant. Bon. On avait des bêtes en pension, mais je ne pourrais pas être journaliste et puis en même temps éleveur. C'était des rouges des prés. Donc maintenant, je vais au plus simple. 70 hectares de foin en Mayenne. Bon, alors on continue le tour de table des invités. Un journaliste de Libération, Jackie Durand. Jackie Durand, il a plusieurs cartes. Bonjour. Bonjour, vous avez plusieurs cartes à votre arc, puisque vous êtes une sorte de chroniqueur gourmand. Et puis je vois aussi que vous avez publié un polar, Marguerite, un polar qui fait froid dans le dos, hein. Oui, c'est un roman, c'est un destin de femme dans la guerre. Alors Télérama disait finalement, pour Jackie Durand, on achète le Libé le vendredi, parce qu'on est sûr de vous lire. C'est le plus beau des compliments qu'on puisse faire, hein. Oui, tout à fait. Enfin, vous nous parlerez du voyage amoureux dans la cuisine des terroirs, ça nous donnera faim. On continue notre petite balade. Alors, Nithya Varnès, alors vous êtes astrologue, bonjour, bienvenue. Ce qu'il y a d'extraordinaire, pourquoi une astrologue au Salon de l'Agriculture? Vous voulez me dire? Répondez. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Parce qu'elle fait aussi l'astrologie des animaux. Alors, on va en parler dans le détail, mais juste une petite chose, vous qui êtes astrologue, qui sera président au mois de mai? Il y a une chance pour Macron. Macron. Bon, vous prenez pas trop de risques, hein, mais enfin. Bon, à vos côtés, Arnaud Camus. Alors, vous êtes éleveur dans l'Orne, vous êtes agriculteur et vous êtes le créateur, le fondateur de l'Equi-Coaching. Avant toute chose, juste en un mot, c'est quoi l'Equi-Coaching? Alors, c'est le coaching assisté avec les chevaux pour les entreprises, sur la gestion du stress, la communication, le bien-être entreprise et la cohésion d'équipe. Mais c'est sérieux, c'est-à-dire si je suis cadre dans une entreprise, je viens vous voir, bon, ça doit coûter quand même assez cher, et vous allez me prendre en stage pendant une journée avec des chevaux. Absolument. Même si j'ai peur des chevaux, hein. En 4 minutes, je vous désensibilise et vous allez être surpris de voir que le cheval est le miroir de vos émotions. Bon, alors écoutez, à mes côtés, j'ai la plus belle grande gueule du Salon de l'Agriculture, Isabelle Saporta. Bonjour. Bonjour, on se souvient du livre noir de l'agriculture, hein, vous vous souvenez, oui, on hein. s'en souvient. Et là, vous persistez du courage, en finir avec ces trahisons qui nous tueront. Ouais. Ça, c'est plutôt pour nos politiques, en fait. Il faudrait qu'ils aient un peu de courage. Ouais. Alors, vous dites, depuis 15 ans, j'assiste atterré à la mort des agriculteurs vertueux. Expliquez-vous là-dessus. Si vous voulez, c'est que c'est vrai que ça fait 15 ans que je vois les politiques qui sont incapables d'avoir autre chose qu'une vision à court terme, qui sont jamais capables de voir les choses à plus de courte échéance. Et je suis un petit peu désespérée de voir ça, en fait, pour tout vous dire. Alors, ces agriculteurs, vous dites, sont assommés par des tombereaux de normes. Ça vient probablement de Bruxelles, les réglementations tatillonnent, ils n'arrivent plus à vivre. Bruxelles a souvent le dollar, c'est-à-dire qu'en France, généralement, on en fait toujours une couche de plus. Et donc, on dit souvent que c'est de la faute de Bruxelles. Et notamment, si vous voulez, les normes, les pires normes, c'est toujours sur tout ce qui est artisanal. Jackie Durand me donnera raison, sûrement parce que, vous voyez, par exemple, sur le lait cru, on emmerde, excusez-moi d'être grossière, comme pas possible, tous les gens qui font du lait cru, alors que le lait cru n'a jamais posé aucun problème sanitaire. Donc c'est toujours en plus ceux qui font le mieux qu'on en kikine le plus. Alors on continue, vous partez en guerre contre les lobbies à propos des agriculteurs. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui le problème c'est que les politiques, eux, ne sont pas capables effectivement de s'opposer aux lobbies et les lobbies sont en train de dicter leurs lois. Alors très bien, c'est leur rôle aux lobbies de dicter, d'essayer de nous faire croire que noir c'est blanc et que blanc c'est noir. Mais ce qu'on voudrait c'est que les politiques aient un petit peu de courage et que de temps en temps ils soient capables de soutenir ceux qui font bien. Alors, quand on se balade ici, on voit tous les hommes politiques défiler, hein. Mais ils ont été incapables, les hommes politiques, de tenir bon et de s'élever, par exemple. Protéger nos enfants des pesticides, c'est quand même incroyable, ça, non? Le problème, si vous voulez, c'est qu'ils font des choses incantatoires. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, plan éco-phyto, en 2018, on divise par deux les produits phytosanitaires. Et ils ne le font pas. C'est parole, c'est un peu la chanson de Delon, hein, c'est exactement ça. C'est toujours parole. Oui, mais sauf qu'à force d'être parole, ils décrédibilisent complètement la parole publique. Et ils nous font perdre notre confiance dans les politiques. Et ils ont tort, parce qu'il y a des choses à faire sur le bio, sur plein de choses. Mais est-ce qu'on sait ce qu'on a dans notre assiette? Si vous voulez réagir, vous pouvez réagir, vous êtes chez vous ici, hein. On ne sait pas ce qu'on a dans notre assiette.
maintenant. Ben non, mais on pourrait savoir si on avait déjà l'étiquetage nutritionnel que le professeur Erikberg, le patron du programme national nutrition santé, essaye de mettre en place. Mais en fait, non, on recule. Là encore, notre ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a préféré faire plaisir au lobby et dire non, mais ne nous pressons pas surtout pour que le consommateur sache ce qu'il mange. Vous parlez de la lâcheté des décideurs qui sacrifient notre bien-être. Et puis, il y a des sujets graves. On parle par exemple, vous parlez dans votre livre de la protection des abeilles qui sont en train de mourir. Oui, tout à fait. Oui. Sur tous ces sujets-là, on nous dit, voilà, on sait aujourd'hui qu'il y a des insecticides tueurs d'abeilles et on repousse. Là encore, notre ministre de l'Agriculture est monté au créneau pour pouvoir... pour qu'il y ait des dérogations, pour qu'on utilise plus longtemps encore les insecticides tueurs d'abeilles. L'étiquetage des aliments, des produits. L'étiquetage des aliments, c'est pareil, c'est toujours remis au calendrier grec. Donc si vous voulez, c'est un peu désespérant. C'est qu'à un moment, il suffit de faire, qu'ils le fassent, qu'ils aient un petit peu de courage, c'est le moment où jamais. Parce que ça, c'est ce qui compte vraiment, en fait, c'est l'avenir de nos enfants. Dites-moi, j'ai une question très personnelle à vous poser. Pourquoi cette passion pour l'agriculture? Vos parents étaient agriculteurs? Non, mais vous-même, vous êtes agriculteur? Non, c'est Jean-Pierre Coff qui m'a initié à toutes ces problématiques. Alors, parmi les sujets, il y a quand même de temps en temps du bon. Par exemple, on peut faire reculer les lobbies. Il y a du bio dans les cantines. C'est-à-dire qu'en tout cas, il y a une députée, la députée d'Ordion, Brigitte Allain, qui elle, effectivement, est une passionnariat, qui se bat pour qu'il y ait du bio dans les cantines. Mais elle vient encore de perdre la bataille, effectivement, à cause du Conseil constitutionnel. Donc il y a des gens qui se battent, donc on peut faire avancer les choses. Mais c'est vrai qu'ils ont affaire à une montagne de lobbyistes en face d'eux, ça c'est vrai. Vous allez continuer toute votre vie à vous battre pour la défense des agriculteurs? Vous seriez un très bon ministre, finalement. Enfin, vous ne resteriez pas longtemps au gouvernement, à mon avis. C'est ça, oui, c'est possible. Tiens, puisqu'on parle des politiques, on a quelques images. Le salon de l'agriculture, c'est un champ labouré par les présidents, de Gaulle à Hollande. Si vous voulez regarder, on va regarder quelques images. Quelle réussite! Tel est le jugement porté par le général de Gaulle. Dès les années 60, le salon devient un passage obligé pour le président de la République. Première règle, savoir déguster le tout devant les caméras et savoir poser la bonne question. Est-ce combien comme ça? 1104 kilos, monsieur le président. Pas de protocole avec les animaux. Valéry Giscard d'Estaing se plie aussi à l'exercice. Le seul à s'être soustrait à cette vitrine du monde agricole, c'est François Mitterrand. Une seule visite pendant la campagne présidentielle de 81. Mais le président le plus en phase avec les agriculteurs, c'est Jacques Chirac, véritable marathonien des stands. Voilà. Un univers dans lequel Nicolas Sarkozy, lui, ne s'est pas vraiment senti à l'aise, est marqué par le fameux accrochage verbal en février 2008. Un demi-siècle d'existence a fait de ce salon une institution et le temps de visite des présidents n'a cessé de s'allonger. François Hollande y a passé 11 heures. Ah oui, c'est un record, c'est pas mal. Vous y avez été combien de fois? Salon de l'agriculture, écoutez, depuis 2010, je dois y aller tous les ans, donc voilà. Vous êtes quasiment tous les jours, Là, oui. Là, je vous vois plus souvent au salon de l'agriculture qu'au salon de l'auto, au salon de l'auto, vous ne me verrez jamais, ça c'est sûr. Je ne sais pas si vous aimez tous autour de cette table l'astrologie. Moi, j'aime beaucoup le salon. Non, je parle d'astrologie, là. L'astrologie aussi, mais je voulais dire aussi que j'aime beaucoup le salon et je connais aussi le salon la nuit. Et ça doit faire une dizaine de fois que je vais au salon. Ici la nuit? Oui, avec les éleveurs, de temps en temps. Comme vous êtes agriculteur vous-même... c'est très important parce que le salon, c'est la journée, mais c'est aussi la nuit où entre éleveurs, on se retrouve avec les races. La race rouge des prés, la race des Salers, les Bazadaises. Dites-moi la vérité. Et puis aussi apostronner un peu. Non, apostronner, non. Allez. On est des bons vivants, oui. Ouais, bon. Alors, écoutez, mais j'aime beaucoup l'astrologie aussi. Alors, on parle d'astrologie. Alors, c'est un jour un prof de philo. Enfin, vous avez été voir un astrologue. Il a fait votre thème et finalement, ça vous a convaincu. Cette passion vous a éveillé en quelque sorte après vos études de philo. Oui, on peut dire ça, mais je voudrais réagir à ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une mutation de société où en fait la réforme, elle viendra des gens. Et en fait, ça, c'est vraiment l'ère du verso. Et on verra que l'agriculture sera terroir, sera bio, sera des initiatives locales. Et c'est ça qui change. Mais dans mon langage, c'est Uranus qui fait ça. Vous dites une prévision n'est pas une prédiction. Parlez bien devant votre micro. Alors c'est important, si vous êtes là, c'est non pas pour parler de l'avenir politique, tout à l'heure je plaisantais. Vous dites l'astrologie, c'est pas un don, ça s'apprend, on s'en rend compte avec vous. Et vous répondez jamais à la question, c'est dommage, qu'est-ce qui va m'arriver demain Parce que la Saporta, elle aimerait bien savoir ce qui va lui arriver demain, est-ce qu'elle va rentrer au gouvernement ou pas, quoi. Non, mais vous plaisantez, mais on parle de vous, il y a des rumeurs. Bon, allez, on va parler... Mais je peux dire comment faire, et si c'est possible. Bon, c'est-à-dire que moi, j'aime bien rendre le pouvoir aux gens. Bon, voilà. Alors, un don, ça s'apprend. Alors, un jour, un éleveur de vaches vous a consulté. Oui. Pour quelle raison? Pour savoir laquelle de ces laitières avait une chance de gagner un prix. Alors, est-ce qu'on voit le signe astrologique? Là, comment ça se passe? Quelle est votre mécanique, votre technique?
votre savoir-faire. Il avait la date natale, comme on peut avoir celle d'un enfant. Ouais. Voilà, et il m'a demandé de monter son thème, d'une dizaine de vaches. Et vous avez trouvé la bonne laitière? Oui, elle à ma grande surprise. Est-ce que vous savez combien de litres elle faisait par jour? Non. Non. Mais peut-être que ça portait une bonne laitière, elle fait combien de litres par jour? Ça, il faut demander à Eric de la chaîne, c'est grand spécialiste. Une bonne laitière, elle va faire quoi c'est une très bonne question. Oui, si vous ne savez pas, il n'y a pas de honte. Non, une prime Holstein, 9540 litres par lactation. Combien 9540 Une Holstein, c'est 60 litres par jour. 60 litres par jour, mais... On fait pisser le lait, là. On est dans la production industrielle. Ouais. Oui. Alors, il paraît que beaucoup de gens, Nithya, vous consultent pour les chiens et les chats. Oui, énormément. Mais qu'est-ce qu'ils vous demandent? Quelles sont les caractéristiques de leur animal, quand est-ce qu'il va devenir propre, quel est le dominant dans la fratrie, et ainsi de suite. Et avec la date de naissance de l'animal? Les éleveurs notent tous la date de naissance du chien ou du chat. Mais l'astrologie est quand même une science inexacte, si on peut parler de science, non? Puis vous dites que c'est pas un don, alors? C'est une science traditionnelle, ça existe depuis 2500 ans, donc si c'était une imposture, ça serait déjà mort. Alors vous avez à côté de vous un éleveur, et vous avez été consulté pour des chevaux de course. Oui, qu'est-ce qu'on vous demandait? Lequel allait gagner? Oui. Voilà, donc on regarde la notoriété de l'animal. Arnaud, est-ce que vos chevaux ont été consultés par une astrologue? Non, mais moi, on pourrait éventuellement trouver des arrangements. Vous n'avez rien contre? Non, mais pourquoi pas, c'est intéressant. Mais nous, on amène des éleveurs, en tant qu'éleveur, on est au service des managers d'entreprise. Oui. Donc on remet l'agricole au service de l'entreprise de haut niveau, des grands groupes du CAC 40. Oui, mais là, on s'écarte de l'astrologie. Alors, il paraît que des fermières font appel à vous. Pour quelle raison? Des fermières? Des fermières, oui. Pour la météo, pour... Oui, alors effectivement, c'est-à-dire que c'est compliqué. En fait, autrefois, l'astrologie, c'était vraiment une science météo, à cause des sécheresses, des sauterelles, des choses comme ça. Ouais. Donc c'est vrai que pour anticiper les bonnes et les mauvaises années, ça, effectivement, j'ai plutôt des agriculteurs que des fermiers, en fait, qui viennent à moi pour savoir s'ils ont une chance, en fait, de sauver leur élevage ou quelque chose comme ça, quoi. Oui. Mais alors, dites-moi, c'est quand même pas votre principale activité, sinon vous auriez un stand ici au Salon de l'Agriculture. J'aimerais bien, en fait. Écoutez, on peut faire une petite annonce, ce serait très amusant, au prochain salon, d'avoir un stand. Mais j'ai essayé de travailler pour 30 millions d'amis, en fait. Mais oui, vous avez tous les éleveurs, tous les agriculteurs, c'est incroyable, hein. Bon, vous prenez la parole quand vous voulez, parce que vous êtes certes astrologue, mais vous êtes ici chez vous. Merci beaucoup. Voilà, mon journaliste du Figaro qui est agriculteur, qui s'occupe de la rubrique agriculture au Figaro. Bon, un journaliste du Figaro agriculteur, en général, ils sont viticulteurs, non, en fait, et pour tout à l'heure, pour répondre à la question, la Rouge des Prés, c'est une race à viande. Donc c'est vrai, je ne fais pas de lait. Et pour la lactation, je répondrai plus précisément. Je sais que c'est la prime Holstein, donc les vaches noires et blanches, qui sont les reines et les Rolls-Royce de la lactation. Bon. Je rechercherai les chiffres et je vous les donnerai. Bon, écoutez, on va pas... Alors, agriculture, les raisons d'un désespoir. Vous parlez, alors votre livre fait froid dans le dos. Vous parlez de gaspillage, de faillite, de lobby, de malnutrition, de pollution. Mais dites-moi, l'agriculteur va disparaître. C'était un métier en voie de disparition quand on vous lit. Exactement. On se demande si les pouvoirs publics n'ont pas envie de voir disparaître l'agriculture française de la carte, comme ils l'ont fait pour la sidérurgie. Donc moi, c'est un cri d'alarme en tant que journaliste que je lance à travers ce livre, puisque j'ai sillonné la France nord-sud, est-ouest et centre, et je me rends compte que c'est dans toutes ces régions la même chose. Les agriculteurs n'arrivent pas à vivre dignement de leur métier. Et ce sont les grands oubliés de toutes les politiques, que ce soit la droite et la gauche. Et même si vous avez quelqu'un comme Stéphane Le Foll... Attendez, écoutez-moi, au lieu de faire un discours de politique, j'ai des questions à vous poser. Allez-y. Dites-moi, est-ce que c'est vrai que l'agroalimentaire est un puissant système qui crée ce qu'on appelle la surproduction, la malnutrition, la pollution? C'est ça qui est intéressant. Un exemple, le lait. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Il y a 24 milliards de litres de lait produits en France et... il est acheté que 30 centimes le litre à l'agriculteur. Et les laiteries le revendent à 1 euro en gros, parce qu'ils font 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Alors qu'on sait que le coût de revient pour un producteur, c'est 35 centimes. Et on sait très bien qu'on achète le lait en ce moment à perte. Qui accepterait autour de cette table de travailler à perte et sans savoir le salaire qu'il va gagner en fin de mois? Bon, et dites-moi, l'agriculture, c'est une priorité nationale, mais on a l'impression que l'agriculture, c'est une priorité nationale pendant le salon de l'agriculture. Après, on les oublie. Exactement. Malheureusement, oui, on en parle pendant 9 jours. On l'a vu l'année dernière, il y avait une action des éleveurs de viande, notamment, j'ai revu Pierre Vaugarnig, Rouge des Prés, dans la Sarthe, qui était là, qui était fer de lance pour faire entendre la misère de ces éleveurs. Il y a eu l'image le premier jour
de l'inauguration et après on n'en parle plus. Bon, on va se détendre un peu parce que là, vous me donnez le bourdon parce que tout va mal quand on vous lit. Vous avez sûrement raison puisque vous avez enquêté, vous êtes un bon journaliste. Là, Arnaud Camus, voilà, éleveur dans l'Orne, vous proposez des formations d'équi-coaching. Mais alors, soyez très simple. Alors, à Versailles, à Deauville, à Haras-du-Pin, enfin dans des lieux plutôt chics, hein, puisque vous avez affaire à des chefs d'entreprise. Hein. Alors, c'est quoi? Expliquez-moi. Alors, l'équi-coaching, c'est une séance, entre guillemets, assez exacte, où on s'est aperçu que le cheval, pour comprendre l'homme, le mimait. Le cheval est un énorme scanner, quoi. Pour savoir, comme c'est un fuyard et c'est un herbivore depuis qu'il est né, il s'est toujours fait alpaguer par les plus forts que lui. Et il a développé des sens, des grandes pattes pour aller vite, des oreilles pour entendre les bruits avant tout le monde, des yeux, il voit quasiment à 360 degrés, et il met en place ce capteur pour vous analyser. Et nous, on a remis ce cheval dans un espace confin d'un petit manège 15 par 15 pour qu'il analyse le chef d'entreprise en 3 minutes. Alors vous confrontez une équipe de salariés, des managers, des commerciaux à un cheval ou à des chevaux? Absolument, à un cheval. Et le premier tableau que nous faisons, qui est le tableau l'effet miroir, en 2 minutes, je vous laisse seul avec le cheval, vous le mettez au pas, au trot, au galop, et en reprenant le cheval avec mes coachs, on est capable de lire sur le cheval et on va décrire votre personnalité. Alors c'est le cheval qui vous dit qui vous êtes. Il vous dira si vous avez la personnalité d'un leader, hein, d'un chef, hein, c'est ce qu'on peut dire. Si vous êtes à l'écoute, c'est vraiment très sérieux. C'est très sérieux. Des grands groupes maintenant nous demandent de réintervenir d'année après année. C'est-à-dire que des grandes entreprises qui ont pignon sur rue, qui sont des groupes internationaux, ont pris nos formations pour remettre du naturel de leurs entreprises. Aujourd'hui, tout est digital, tout doit être Internet. Et le rapport à l'animal remet un côté de bon sens, où en plus quand l'animal essaye de vous comprendre et qu'on le décrypte, ça redonne des fondamentaux. Qu'est-ce que vous appelez l'exercice de la bâche bleue? Alors il y a une bâche bleue au manège. Il y a une bâche bleue, et la bâche bleue, par définition, les chevaux n'aiment pas passer sur une bâche bleue parce que ça fait peur, c'est le vide pour eux. Et c'est un exercice de stress. Et on va demander au manager de faire passer le cheval sur la bâche bleue. Il a 3 minutes. Et généralement, le manager amène le cheval se campe, ne veut pas y aller. Et le manager, pensant être plus fort que le cheval, va commencer à lever la voix, à prendre un bout de ficelle pour le taper sur les fesses. Le cheval va se mettre en toupie autour de lui pendant 1 minute. Le manager commence à avoir un stress qui monte d'une façon assez forte, nous regarde, on lui dit de tout arrêter, de stopper son geste, et on lui apprend simplement qu'en moment de stress fort, il faudrait apprendre à séquencer son approche. On va d'abord, la première chose, le même manager va aller sur la bâche bleue, montrer au cheval qu'il ne s'est pas écroulé. Mais si le stagiaire fait un mouvement brusque, le cheval fait la même chose, c'est un miroir. Absolument, un miroir d'émotion, ce que vous dites. Si le cheval tend sa patte, vous tendez votre bras avant gauche, le cheval va tendre sa patte avant gauche. Ah, il nous copie. Vous étiez au courant de cela, Nitia? Non, pas du tout. Je connaissais l'équithérapie, mais c'est tout. Vous devriez suivre un petit stage comme ça. Non, mais sérieux, vous serez à la fois astrologue pour les animaux, vous pourriez l'apprendre, non? On va faire un tandem, magnifique. Vous pourriez faire un tandem, à mon avis, vous devriez assister à cela. Hein. Ça a l'air passionnant. Ça coûte cher ou pas? Alors c'est pour les entreprises, hein, c'est des groupes d'une journée, c'est au château de Versailles, à l'Académie équestre de Versailles, au Haras-du-Pin, à Deauville et à Paris. Pour une journée de 10 managers, il faut compter à peu près 10 000 €. Dites-moi, avec ça, on a le repas ou pas? Vous avez le repas. Le repas est compris. Ah, mais c'est bien, oui. Et un compte-rendu sur chaque personne écrit et sur les groupes. En fait, c'est le cheval qui vous dit qui vous êtes. Alors moi, je vous propose maintenant un peu de poésie, un peu de littérature, un peu d'émotion gourmande avec vous, Jackie, pardon, merci, Jackie Durand, avec 2 cordes dans son arc, hein, une sorte de polar qui fait froid dans le dos, mais surtout voyage amoureux dans la cuisine des terroirs. Alors, en fait, ce sont des petites nouvelles. Hein. Vous nous donnez faim en écrivant des petites nouvelles, Jackie. Ce sont à la fois des petites nouvelles et ce sont aussi des reportages parce que au départ, je suis un reporter, on va dire, fait diversier. Je me suis toujours intéressé à la cuisine et je me suis aperçu que la nourriture, la cuisine, c'était souvent un formidable fil pour dérouler la vie des gens. Qu'en fait, très souvent, quand on se met autour d'une table, les confidences fusent, les gens se racontent. Alors et que souvent, un produit raconte les gens. Il paraît que les chroniques de Durand, alias notre ami, sont des histoires d'amour qui mijotent doucement. Oui. J'ai lu ça dans la presse. C'est-à-dire, quand on vous lit, vous nous donnez de l'appétit, hein? De l'appétit, puis surtout l'idée aussi de s'intéresser aux autres, à ceux qui produisent. Vous avez par exemple sur cette table l'ail d'Arleux.
qui est une magnifique histoire de terroir et de culture et d'hommes dans le nord de la France, où on cultive l'ail et on va le fumer comme ça pour pouvoir le conserver toute l'année et s'en servir dans la cuisine. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est votre côté un peu séducteur, fleur bleue. Vous dites les histoires d'amour commencent à table en général. Vous êtes d'accord, hein, Isabelle, hein? Oui, moi je suis d'accord et je trouve surtout que c'est vrai que Jackie Durand, il redonne de l'espoir. C'est-à-dire qu'il nous parle de ces producteurs qui nous font rêver, qui gagnent leur vie, qui font vivre notre territoire et nos terroirs. Et je trouve que voilà, chaque semaine, il nous fait rêver. Je trouve ça assez génial, en fait. Vous nous dites, souvenez-vous du premier jambon beurre à la gare de Narbonne. Oui. Vous vous souvenez, c'est une petite nouvelle. Alors, vous ratez volontairement le train, pour quelle raison? Je crois que c'est pour goûter ce jambon beurre. Mais ce que je voulais faire aussi avec ces histoires, c'est donner envie de retrouver une certaine proximité avec les producteurs. Parce que on accable les politiques, on accable les lobbies, mais je crois qu'on est tous aussi responsables de notre alimentation. Je vais juste vous citer une anecdote. Il y a quelque temps, je suis allé faire un reportage sur un producteur de cressons dans le Nord, dont la cressonnière est implantée dans un bourg, donc à quelques mètres des habitations. Et je demandais à cet homme à qui il vend son cresson. Et il me dit, je vends 90% de mon cresson au marché d'intérêt national de l'homme dans le Nord. Et je lui dis, mais combien de personnes de votre village viennent acheter du cresson? Il me dit 5. Et c'est là qu'on voit on a un problème. Puisqu'on parle des dangers de l'agriculture, on a quelques images qu'on va voir dans un instant, justement, vous pourrez réagir tous sur les dangers des techniques agricoles. Regardons. Oui, c'est un problème important que celui des produits chimiques qui, de plus en plus souvent, sont ajoutés à notre alimentation. Tout le monde en parle, mais comme c'est difficile d'y voir clair. Pour certains, notre nourriture quotidienne est à ce point trafiquée que nous nous empoisonnons lentement tous les jours. Les industriels de l'alimentation protestent et affirment qu'il n'en est rien et que leurs produits sont sans danger. Qui faut-il croire? Autrefois, lorsque nous achetions un beefsteak, des légumes ou des fruits, nous n'avions à nous préoccuper que de leur état de fraîcheur, de leur apparence de qualité ou de leur valeur nutritive. Aujourd'hui, même aux marchands des 4 saisons, nous sommes tentés de demander si ces pommes ne sont pas saupoudrées d'insecticides, si ces légumes ne contiennent pas de conservateurs chimiques. Nous nous méfions même d'aliments aussi essentiels et aussi simples que la viande, les œufs, le pain ou le vin. Sont-ils vraiment devenus dangereux à consommer parce qu'ils contiennent trop de produits chimiques toxiques? La protection contre les risques provenant de l'industrialisation des aliments est-elle efficace? Dites-moi, ces images datent de 1964. Donc, il y a des années, on se posait déjà les vraies questions. Oui, mais c'est pour ça aussi que ce que raconte Isabelle dans son livre est intéressant. C'est qu'en fait, il suffirait de pas grand-chose, d'un code couleur, pour prévenir justement les consommateurs de ce qui ne va pas dans leur assiette. De leur dire, là, ce sont des produits qui sont chargés en pesticides, là, ce sont des produits qui contiennent des colorants. Et cette réglementation fort simple, fort pédagogique, elle n'avance pas. Alors oui, pardon. C'est bizarre hein, quand même qu'elle n'avance pas, cette réglementation qui n'arrange pas les industriels. Vous donnez du mal, vraiment vous. Bizarre, Hein. c'est étrange. Vous devez en avoir des ennemis. Hein. Oui, je n'ai pas que des amis, mais c'est pas grave. C'est plutôt... Vous avez croisé le ministre de l'Agriculture ici au salon? Pas non, encore. je ne l'ai pas vu, je regrette. Non, mais attendez. Je suis une énorme fan de son travail. Alors moi, ce que j'aime bien, vous conjuguez la gourmandise avec l'amour des bons produits. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Je sais. Vous dites un chagrin d'amour. Vous avez connu les chagrins d'amour, vous, j'imagine. Ça se termine toujours. Ça se termine par un repas en solitaire. Oui. C'est vrai? Vous êtes d'accord ou pas? Oui, en tout cas, les gens se battent de plus en plus pour ce qu'ils mangent. On rentre chez soi, on s'ouvre une boîte et on pleure. Oui, ou comme la chronique de demain dans l'IB, c'est l'idée justement de l'œuf dur sur le comptoir. Vous vous rappelez de ce poème de Prévert? Oui, tout à fait, Eh ben, c'est l'œuf dur comme ça qu'on va manger en comment célibataire. Le poème Je ne sais plus. Et qui résonne dans la tête de l'homme qui a faim. Voilà, c'est ça. Il tue. C'est un poème qui s'appelle Grasse matinée. Exactement. Alors, il y a les familles qui se rabibochent, j'ai lu votre livre, hein, autour du pot-au-feu dominical. Vous pensez qu'on peut se rabibocher autour d'un bon plat? Oui, parce que même si on s'interroge aujourd'hui sur le repas commun, le repas à la française, je trouve qu'il résiste encore assez bien, notamment à travers le repas dominical, le poulet du dimanche ou le pot-au-feu, et que souvent encore se mettre à table, c'est aussi quelquefois enterrer la hache de guerre. C'est une sorte de psychanalyse en quelque sorte, non? Oui, je pense que le rapport à l'oralité, donc à la bouche, ça dit beaucoup de choses. Alors bon, vous avez un point commun peut-être avec les brefs de comptoir, parce que quand vous êtes dans un bistrot,
il écoute les conversations. C'est un curieux, hein. Vous aussi? Moi aussi, j'adore Moi, ça faire m'étonne pas de vous. Alors ça m'étonne pas vous. J'ai toujours Vous êtes une très oreille qui curieuse, traîne. hein. Oui, je le sais. J'adore. Ouais. Et on apprend des tas de choses. Oui, surtout en ce moment. En ce moment, oui, on apprend des tas de choses. Alors, bon, dans ce livre, vous dites, on passe, ça devrait vous plaire à tous, aux identités multiples. J'entends par là, on passe du couscous d'Abdel, par exemple, au saucisson brioché. Il y a une véritable richesse de notre patrimoine culinaire. On s'en rend compte ici au salon. Oui, parce qu'en fait, on se rend compte que les apports et, on va dire, la plus grande fluidité du métissage se fait souvent par la nourriture. Ouais. Alors vous aimez aussi le chic parce que vous parlez par exemple de bouchers qui sont des bouchers stars comme Hugo Dunoyer. Oui, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Hein. Il y a de la place aussi bien pour effectivement les stars, mais ceux pour lesquels on va dire j'ai le plus d'empathie, c'est quand même aller au cul des vaches, voir les gens dont on parle jamais et qui eux se battent tous les jours contre les règlements et les lobbies sans faire de bruit et que personne ne va voir. Nithya, donc vous avez écouté cette conversation qui est sur le point de se terminer. Est-ce que nous aurons de bons sondages dans les jours qui viennent? Des bons sondages? Oui, vous êtes astrologue, alors vous pouvez me dire si on va être écouté. Hein. Je pense qu'on est devant un renouveau de société, en tout cas. Je pense que la France profonde va gagner. Oui. Ouais. Bon. Alors en tous les cas, à tous, je voulais vous remercier, notre ami journaliste au Figaro, Merci. Éric Delachesnay. Vous avez écrit ce livre avec Arrache, que je connais bien. Hugo Desnoyers et Mayennais. Ouais. Il y a beaucoup de Mayennais ici. Ouais. Notre journaliste de Libé, notre astrologue, quelle est votre profession? Éleveur pour les managers. Voilà, et notre grande gueule préférée. Oui, j'ai rien d'autre à vous dire, vous n'êtes jamais contente, mais on vous aime quand même. Hein. À tous les 1, 2, 3, 4, 5, à tous les 5000, merci. Merci. Merci.